3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringard est avec nous, directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir à Hervé Gouletker qui nous accompagne également. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Vous êtes Senior Economic Advisor d'Accuracy et François Collet avec nous également. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes gérant obligataire chez DNCA Investments. On a peut-être tous un petit dilemme pour ce soir. Est-ce qu'on va suivre la Fed ou France-Maroc Où est-ce qu'il y aura le plus de suspense selon vous, François Collet? Je suis sûr que vous vous intéressez au foot comme tous les gens de marché. Il y aura plus de suspense dans le discours d'un Jérôme Powell ou dans le match France-Maroc? Difficile. Bon, mon métier est quand même plus de prévoir ce que dira Jérôme Powell, et j'avoue que j'ai plus fait mon travail sur la réunion de la Fed, même si je dois avouer que je risque de la regarder qu'en décalé cette fois-ci. Il y aura peut-être moins d'audience que d'habitude pour suivre la conférence de Jérôme Powell. Alors, en France, peut-être. Vue de France. Bon. Quel est le suspense de ce soir alors qui nous attend du côté de la Réserve fédérale américaine une fois que les 50 points de base auront été confirmés, François? Oui, bon, l'enjeu pour Jérôme Powell, ça va être essayer de doucher peut-être un petit peu l'euphorie qui est apparue hier suite à la publication d'un indice d'inflation assez clément pour la Fed. L'idée va quand même être pour Jérôme Powell d'essayer de faire un peu de pushback contre cette idée que la Fed baissera ses taux très rapidement l'année prochaine et de manière assez importante, puisqu'il y a pas loin de 150 points de base de baisse des taux qui sont prévus entre la mi-2023 et la mi-2024, ce qui semble vraiment très important. Donc il va falloir pour Jérôme Powell réussir, malgré le fait de ne baisser que de 50 points de base, donc de ralentir son rythme de hausse de taux, de ne pas donner l'impression que ce fameux pivot monétaire est déjà en train d'arriver, au risque de voir les marchés s'envoler à nouveau, de voir les conditions financières devenir beaucoup moins restrictives, et donc finalement de voir la demande repartir et l'inflation ne pas tant diminuer que ça. Donc il va falloir continuer à montrer que la Fed reste vigilante, qu'une bataille a été gagnée, mais que la guerre n'est pas encore finie. Et donc, je pense qu'il va falloir, de la part de Jérôme Powell, continuer dans la lignée des discours qu'on a pu avoir précédemment. Pas de triomphalisme trop rapide. Comment vous expliquez ce pricing de marché qui persiste, Est-ce que vous décrivez effectivement entre mi-2023 et mi-2024 150 points de base de baisse de taux? C'est pas juste un petit ajustement, c'est l'idée même d'un cycle de baisse de taux que la Fed pourrait entamer dès l'an prochain. Ce pricing de marché, il persiste. Je pars toujours de l'idée qu'il y a beaucoup de gens dans le marché, et beaucoup de gens très intelligents, qui ne sont pas juste des sentimentaux. Et donc j'aimerais bien comprendre le rationnel qu'il y a derrière ces anticipations des investisseurs, encore une fois, qui persistent malgré des discours de Jérôme Powell et d'autres qui tentent de repousser ces anticipations. Justement, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que plus Jérôme Powell va être agressif ou restrictif dans sa politique monétaire, et plus le marché va avoir en tête que oui, la Fed est prête à sacrifier la croissance et sacrifier l'économie pour tuer l'inflation. Et donc, si ça doit arriver, le marché va se dire qu'effectivement, on va avoir une récession aux États-Unis avec une baisse de la demande significative qui va faire baisser l'inflation de manière assez importante également. Et donc, forcément, si on revient sur un rythme de croissance, on va dire... une croissance très faible en 2023, mais sur un rythme de croissance qu'on peut imaginer à 1% au-delà à partir de 2024, et puis une inflation qui revient aux alentours de 2, les taux n'ont plus rien à faire à 5. Et donc le marché se dit, deuxième partie de l'année 2023, pendant toute l'année 2024, la Fed va baisser pour revenir d'un point haut qui est estimé aujourd'hui légèrement en dessous de 5 à un point bas qui devrait se situer début 2025 légèrement en dessous de 3%. Après, on n'achète pas ces anticipations de marché, mais effectivement, le marché a ça en tête aujourd'hui. Je pense qu'il y a une chose, moi, qui me semble assez peu réaliste, c'est une décrue si importante à la fois de la croissance et de l'inflation. Je pense que le principal problème
qu'il y a au niveau de la croissance aujourd'hui, au niveau de la demande, c'est justement l'inflation. Et que si on a cette décrue de l'inflation, qui quand même, sur lequel on a quand même de bons espoirs, ça devrait redonner du pouvoir d'achat aux ménages et ça devrait permettre finalement à une croissance économique de tenir peut-être mieux que ce qui est attendu par le marché aujourd'hui. Ah oui, donc on peut avoir un chemin où on aurait moins d'inflation et toujours cet atterrissage en douceur de l'économie américaine. Oui, et le pari de Jérôme Powell n'est pas perdu du tout, de réussir cet atterrissage en douceur, ce soft landing comme il dit. Ouais. Bon, communication de Jérôme Powell à suivre évidemment ce soir. Vos commentaires, vos réactions, Olivier, ce qu'on attend de la Fed, alors ce soir et puis surtout en 2023. Et c'est vrai que de manière un peu paradoxale, c'était presque facile en 2022, à partir du moment où on acceptait l'idée qu'il fallait monter les taux directeurs. C'était pas une barrière mentale facile à faire tomber, mais quand cette barrière est tombée, on y est allé franchement, de manière assez mécanique, en autopilote, à coût de 75 points de base. Là, chaque décision sera peut-être un peu plus délicate à prendre, y compris en début d'année 2023 encore pour la Fed. Ça sera peut-être plus délicat, mais in fine, ça sera peut-être plus facile. On est en train en fait d'arriver au bout du chemin du durcissement monétaire et que c'est bien acté aujourd'hui par les investisseurs, et la Banque centrale américaine est également en train de délivrer ce genre de signal. Le chemin le plus délicat, il sera peut-être pour plus tard. Et pour plus tard, on a probablement deux sujets qui vont animer l'année 2023. Le premier sujet, c'est la réaction de la Banque centrale américaine, si on n'est pas dans un scénario de soft landing et si on est plutôt dans un scénario de récession. Est-ce qu'on aura une Banque centrale américaine qui, au début, ne va pas trop bouger, ne va pas réagir comme elle a l'habitude de réagir, à savoir que lorsqu'on a une récession, on baisse très rapidement les taux d'intérêt et on injecte massivement de la liquidité. C'était le modèle dans lequel on a vécu au cours de ces 2 dernières décennies. Allons-nous avoir quelque chose de différent ? Après tout, Powell nous a indiqué fin août qu'il s'inscrivait plutôt dans les pas de Volcker que dans les pas du président de la Banque centrale américaine des années 70, Burns. Donc ça, c'est un premier élément qui va probablement animer les investisseurs en 2023. Et puis le deuxième élément, c'est le régime à moyen terme. Et sur le régime à moyen terme, c'est de savoir où est l'inflation. L'inflation revient-elle à des niveaux d'avant Covid, avec une inflation en Europe à 1%, une inflation aux États-Unis à autour de 2%. Et dans ce cas-là, ça justifie que la Banque centrale américaine baisse ses taux directeurs. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qu'elle dit dans ses dots, donc dans ses projections de taux directeurs, elle dit deux choses. En 2024, elle baissera les taux. Et à long terme, le taux d'équilibre est à 2,5%. Donc ça crée naturellement une anticipation des investisseurs à une anticipation des investisseurs pour une baisse des taux. Vers une convergence de ce taux d'équilibre. Est-ce qu'il est là, le taux d'équilibre ? Est-ce qu'on n'est pas dans un nouveau régime d'inflation où cette inflation est plutôt entre 3 et 4 et donc mon taux directeur d'équilibre à moyen long terme, il est plutôt à 4 ? Ce qu'on anticipait, enfin ce qui était le cas en 2010, 2011, 2012, 2013, où on disait que le taux directeur d'équilibre à moyen long terme était plutôt à 4%. Donc ça aussi, ça sera sans doute un deuxième sujet qui va animer les investisseurs. Donc on voit bien ces deux sujets continuer d'alimenter la conversation. Et évidemment, ça va créer probablement un peu de volatilité de nouveau sur les marchés l'année prochaine. Bon, Hervé, je mettais dans ma petite note du jour, inflation, clap de fin, point d'interrogation. Est-ce qu'après 5 mois de décélération de l'inflation aux États-Unis, quand on regarde les composantes, notamment l'inflation des biens durables, qui a été l'inflation Covid d'une certaine manière, on voit bien cette très belle bosse d'inflation qui nous ramène maintenant sur les niveaux qu'on connaissait à l'été 2021, avant toute cette affaire et cette grande affaire qui est devenue l'inflation entre-temps. Donc il y avait quand même un caractère un peu transitoire dans une partie de cette inflation. Est-ce que la bataille est gagnée pour l'instant ? Si on veut dire que l'inflation à 10% n'était pas extrapolable, oui, la bataille est gagnée. Mais on voit bien tout de même que si on prend juste le point de l'inflation, et il y en a bien d'autres, on n'a pas toutes les clés. C'est-à-dire qu'on peut dire l'inflation des biens, elle ralentit, tant mieux. On voit bien que sur l'inflation de l'immobilier, donc les loyers, c'est en train de ralentir, c'est à peine entamé, mais on a suffisamment d'indicateurs avancés pour dire ça va suivre. Sur les services hors immobilier,
The jury is out, comme disent les anglo-saxons. On ne sait pas, quoi. On ne sait pas. Et en amont de cela, on voit bien qu'il y a la question des salaires. Et sur la question des salaires, on peut voir les choses de différentes façons. Donc chacun y va de sa conviction. Moi, je pense que ça va ralentir. Certains pensent que non. Donc là, on ne sait pas. Et puis, l'énergie, les produits alimentaires, ça va quand même dépendre de facteurs internationaux qui échappent un peu à tout le monde. Donc, sur les prix, rien qu'en décomposant ce qu'on a devant nous, on ne sait pas très bien où on va. C'est-à-dire que là, on est encore à 5 ou 6%, si on prend des évolutions 3 mois sur 3 mois en rythme annuel. Donc, on a fait un bout du chemin, ça c'est clair. Le chemin devant, il n'est pas, je dirais, d'une clarté totale. Et je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête lorsque l'on essaie d'extrapoler les politiques monétaires demain. C'est que c'est pas clair. En fait, le marché, il dit je fais un pari sur la croissance, je fais un pari sur l'inflation. Le pari qu'il fait, c'est que la croissance, ça va pas être terrible à l'horizon de tous les prochains trimestres. Donc ça serait bien qu'on la soutienne un peu. La condition nécessaire, c'est que l'inflation reflue et on fait le pari qu'elle va refluer vers 3. Donc 3 sur l'inflation, entre 0 et 1 sur la croissance. On ne va pas maintenir des taux des fonds fédéraux autour de 4,5. C'est QFD. Mais en fait, je pense que ce regard, je dirais très diagnostic conjoncturel classique, est un regard un peu court face aux changements et aux interrogations qu'on a sur le monde. En fait, et la Fed le dit, il faut toujours lire Yael Brennhardt, qui est la numéro 2 du board. On pourrait dire, si on voulait faire une comparaison avec la BCE, à la BCE, on a Philippe Lane, qui a le titre de chef économiste, et Brennhardt, c'est la chef économiste de la Fed. Et Brennhardt, elle décompose bien tout ça. Elle dit sur l'inflation, elle ralentit, très bien, mais jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. Elle nous dit, sur la croissance économique, on voit bien que les choses sont en train de changer. On a eu jusqu'à récemment, avant la Covid, une croissance qui était quand même très tirée par la demande. On avait un appareil d'offres super flexible qui s'adaptait très vite. Et on voit bien on a introduit plein de rigidités dans l'appareil d'offres. Donc, demain, l'inflation, elle va sans doute marcher autrement qu'elle ne marchait hier. Ça nous fait un équilibre de prix. À quel niveau, on ne sait pas très bien. Et puis, on peut mettre plein d'autres sujets derrière. Et je pense que le champ des possibles sur 2023 est beaucoup plus ouvert que ce que l'on dit. C'est affaire de conviction. Et un dernier point, ne regardons pas trop les dots, c'est-à-dire les projections de la Fed. Je le répète souvent, les projections, c'est jamais que la médiane des avis des braves gens. Ça fait pas un truc cohérent. Ils n'arrêtent pas de s'en plaindre, mais qu'ils arrêtent de publier les dots. Oui, mais avant qu'ils changent... C'est donc, s'ils les publient toujours, c'est bien que c'est un outil de communication qui est pas bon, qui entraîne des incompréhensions, parce qu'on ne fait jamais la politique monétaire américaine sur la médiane des projections. Ça, c'est juste pas vrai. Et donc, en fait... faudrait reprendre les avis individuels et dire comment je pondère les différents avis. Sûr. Et on aurait un biais sans doute plus faible que celui qu'on a aujourd'hui. Donc 2023, un champ des possibles assez large. Moi, mon petit doigt me dit que on montera peut-être les taux des fonds fédéraux un peu plus haut que ce que le marché nous dit aujourd'hui et qu'on y restera peut-être un peu plus longtemps, sauf si... Et c'est une possibilité. Dans l'environnement, on a des éléments de craquement. Et on voit bien que du côté de la guerre russe en Ukraine, on ne sait pas. Du côté de ce qui va se passer en Chine, on ne sait pas non plus. Donc en fait, il y a des tas d'incertitudes. Donc il y a une histoire que le marché nous raconte aujourd'hui. Il faut la prendre pour ce qu'est l'histoire du moment. Mais voilà. Mais je trouve que elle a du mal à intégrer toute la complexité dans laquelle, hélas, peut-être, on se trouve. Quand on regarde la partie que joue la Banque Centrale Européenne, donc la réunion aura lieu jeudi,
situation beaucoup plus difficile, qu'on a décrit tout au long de cette année. Olivier, 50 points de base attendus jeudi. Même question. Et ensuite, avec des facteurs que la BCE ne maîtrise pas, peut-être autant que la Réserve fédérale américaine sur sa demande intérieure, une demande en Europe qui n'est pas au niveau de surchauffe que celle qu'on peut observer aux États-Unis. Et pourtant, là aussi, des anticipations de marché qui montrent que la BCE ne va pas s'arrêter à ces 50 points de base demain et qu'il y aura d'autres hausses de taux encore à travers 2023, peut-être pour porter les taux directeurs jusqu'à 3% et plus. C'est des anticipations qui existent aujourd'hui dans le marché. Oui, on a à peu près les mêmes anticipations avec notre équipe d'économistes qui considèrent que les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne vont remonter à 3% d'ici à la fin du premier trimestre 2023. Mais c'est déjà ça, cet élément est déjà bien anticipé par le marché. Mais rappelons-nous que la Banque Centrale Européenne a probablement durci plus qu'escompté sa politique monétaire pour stabiliser l'euro. Parce qu'elle avait une vraie difficulté avec l'euro et elle voulait vraisemblablement pas se retrouver dans une situation où l'euro baissait autant que le yen, par exemple, contre dollar. Pour quelle raison ? Pour la raison des prix de l'énergie, de l'inflation importée et donc, in fine, un effet de second tour assez puissant sur l'économie européenne. Cette stabilisation de l'euro, aujourd'hui, elle est acquise. Elle semble acquise. En tout cas, on voit depuis quelques semaines que l'euro s'est nettement renforcé, ce qui pourrait participer et inciter la Banque Centrale Européenne à ouvrir un peu plus la voie l'année prochaine sur un chemin des possibles beaucoup plus important que ce qu'elle nous a indiqué jusqu'à présent, à savoir durcir. Oui, hausse de taux. Mais hausse de taux. Mais quoi qu'il en soit, on arrive aussi bien pour la Banque Centrale Européenne que pour la Banque Centrale Américaine à la fin du mouvement de durcissement monétaire. Il est très probablement acté pour la fin du premier trimestre 2023. Se posera ensuite la question de que vont faire les banques centrales. Et c'est vraisemblablement la problématique pour cette année 2023. Comment réagiront les banques centrales au ralentissement plus ou moins prononcé de l'économie mondiale et des économies occidentales. Et c'est pas sûr, comme vous le disiez, pour la Fed, que la fonction de réaction antérieure, en tout cas des cycles précédents, soit identique cette fois. Et pour la BCE. Et pour la BCE également. Oui, ce qui montrerait et qui confirmerait qu'il y a un vrai changement de logiciel et d'approche même intellectuelle, d'une certaine manière, au sein de ces banques centrales. Ah oui, tout à fait. Et c'est l'idée que le fameux Fed Put présent pendant plusieurs décennies serait pourquoi pas derrière nous, et ça signifierait évidemment beaucoup de choses pour les investisseurs pour les prochains trimestres et in fine, toutes choses égales par ailleurs, pour reprendre une phrase que les économistes aiment bien, beaucoup de volatilité sur les marchés, en tout cas davantage de volatilité que ce que nous avons eu au cours des dernières décennies. Sur la BCE, François, est-ce qu'on peut imaginer un monde où la BCE continuerait de monter ses taux quand la Fed aurait déjà arrêté, serait déjà en pause et puis, je veux bien qu'on élabore un peu aussi sur l'idée de la réduction du bilan en Europe, qui va arriver. Normalement, c'est la communication importante qui est attendue jeudi du point de vue de la BCE, et comment est-ce que le marché va se débrouiller désormais sans les achats nets de la BCE au regard des montants d'émissions nettes obligataires qui sont attendus l'an prochain. C'est vrai qu'on a eu des nouvelles de ce côté-là, avec la Finanzagur, le trésor allemand qui nous a annoncé aujourd'hui son programme d'émission à 539 milliards de dollars pour l'année prochaine. On ne manquera pas de Bund l'an prochain. À noter une chose quand même, c'est le peu de confiance qu'a le trésor allemand dans la BCE, puisqu'ils ont une grande augmentation de leur programme d'émission, mais qu'ils réduisent très significativement leur programme d'émission d'obligations indexées sur l'inflation. Donc ils n'ont pas trop envie de payer quelque chose qui est indexé sur l'inflation, ce qui montre quand même peu de confiance. Oui. Mais effectivement, l'année prochaine risque d'être encore difficile sur les marchés obligataires. Alors, en Europe, bien sûr, on part de niveaux de taux qui sont plus élevés, donc on aura déjà des coupons qui seront plus importants, qui permettront d'amortir d'éventuelles hausses de taux. Mais c'est vrai qu'on a énormément d'émissions. La BCE va devoir annoncer cette réduction de bilan. Je pense qu'on n'aura rien de formel à la réunion de demain. Le fait qu'ils en aient parlé, le fait que ce sera annoncé sans doute lors d'une des 2 prochaines réunions. Mais oui, on va se retrouver dans une situation où la BCE va commencer son quantitative tightening
en premier ou deuxième trimestre de l'année prochaine. Et a priori, c'est quelque chose qui devrait s'inscrire dans la durée, d'autant plus que la première année 2023, il y a assez peu de remboursement des missions qui sont détenues par la BCE, donc c'est plus un effet d'annonce qu'autre chose. Les vrais effets commenceront à se faire sentir à partir de 2024, à un moment où la Fed, elle, de son côté, arrêtera sans doute la réduction de son bilan, puisque ça fera déjà quasiment 2 ans qu'elle aura... Et elle aura atteint ses objectifs, la Fed, vous dites, a priori, au rythme auquel elle réduit son bilan aujourd'hui, elle arrivera à ses objectifs, parce qu'il faut maintenir quand même une liquidité, un peu de liquidité excessive quand même. Les objectifs en termes de liquidité, oui, elle s'arrêtera au moment où elle verra que la liquidité excédentaire n'est plus suffisante. En termes de niveau de bilan affiché au début, je ne pense pas, parce que je pense que le marché a plus besoin de liquidité que ce qu'on imagine aujourd'hui. Tout à fait. Et puis, entre-temps, le PIB nominal américain, peut-être plus par l'inflation que par la croissance, mais le PIB nominal a bien monté. Donc, il est normal aussi que le bilan de la Banque centrale évolue en ligne avec le PIB. Donc, effectivement, ça va avoir des implications assez importantes. Ça peut avoir des implications sur l'euro-dollar. Mais bon, on en est loin. Mais on risque d'avoir une divergence de politique monétaire avec une banque centrale européenne en phase de restriction quand la Fed ne l'est plus. Et ça, oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, depuis la fameuse erreur de politique monétaire de Jean-Claude Trichet en 2011. Et ça fragilise le marché obligataire européen. Oui, alors encore une fois, on trouvera des acheteurs. On a les investisseurs japonais qui continuent à avoir des taux désespérément bas et qui cherchent à avoir du rendement. Donc, je pense qu'on ne verra pas les mêmes mouvements de taux haussiers que ce qu'on a connu cette année. Mais oui, je pense que la trajectoire est toujours haussière sur les taux d'intérêt et qu'on peut tout à fait avoir un 10 ans allemand toucher les 3% à un moment dans l'année prochaine. Au courant de l'année prochaine, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans ces scénarios, parce que sinon on peut avoir de fortes désillusions. Hervé, vos commentaires, et puis pour aller un peu au-delà de l'histoire de la Fed et de la BCE, sur un sujet qui est un sujet d'opposition aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis, la question de la stratégie à mener pour décarboner nos économies. Donc, les États-Unis ont sorti l'IRA, Inflation Reduction Act, ça a été le dernier gros package de Joe Biden passé avant les élections. Et l'Europe cherche une réponse. Est-ce qu'il faut mener des politiques de représailles commerciales à l'OMC, comme on pouvait le faire traditionnellement dans le monde précédent? Est-ce qu'il faut se mettre au diapason de ce que font les États-Unis? Est-ce qu'il faut essayer d'être au plus proche possible de la stratégie américaine? Comment vous regardez effectivement deux stratégies qui semblent pour l'instant ne pas être forcément au diapason, avec d'un côté des subventions massives aux États-Unis, ça c'est le choix politique qui est fait, et de l'autre en Europe, il y a toujours des subventions, en Europe ça existe évidemment, il y a un plan Next Gen EU, etc. Mais la réponse pour l'instant c'est la taxe carbone aux frontières, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, et puis peut-être demain un plan européen sur une réforme peut-être des soutiens et des subventions aux États, partant du principe que ces subventions doivent soutenir la transition énergétique. Qui se donne les meilleures chances aujourd'hui de réussir dans cet objectif impérieux de décarboner nos industries et nos économies? Alors, 2 mots sur la BCE, oui. 2 mots sur l'histoire de la transition énergétique maniée de façon différente de part et d'autre de l'Atlantique. Moi, je pense que le principal dossier en zone euro, c'est la baisse du bilan, donc le tightening dans lequel on entre, parce que on le fait et on pense que l'on doit le faire parce que le bilan a beaucoup monté. Je ne sais pas, on doit être à 7 500 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Et on pense qu'il faut le faire et que c'est un bon signal pour montrer qu'on est sérieux dans la lutte contre l'inflation. Mais en même temps, ça se fait alors que les politiques budgétaires, d'une façon ou d'une autre, vont devoir rester
plus expansionniste qu'on ne le souhaiterait, au moins vu des marchés, parce qu'il y a justement cette transition énergétique à réussir, et à un moment où politiquement cela flotte, hein, on a quand même des gouvernements un peu étonnants, quoi, qui ne défendent pas le libéralisme économique tel qu'on l'entend sur les marchés. Alors ça peut être l'extrême droite en soutien au gouvernement en Suède, c'est évidemment quelqu'un d'un parti néofasciste, même si le néofascisme a beaucoup évolué, à la tête du gouvernement en Italie. Et donc, se lancer dans la réduction de la taille du bilan dans un contexte budgétaire et politique de ce genre, ce qui est clair, c'est qu'on le fera avec une extrême prudence, parce que sinon, il y a une vraie capacité à créer du désordre qui ferait poser la question du maintien de l'unité de l'Europe, quoi. Donc, on ne peut pas du tout le vivre comme aux États-Unis, 100 milliards par mois de réduction du bilan aux États-Unis, c'est pof, 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 ça se passe bien. 20 milliards par mois en Europe, on va le faire avec une extrême prudence, quoi. Et je pense que la principale question, elle est là, sur les taux. Ben oui, ça montera moins haut qu'aux États-Unis, et on a les mêmes problèmes de calendrier de ce qui va se passer que là-bas, parce que l'environnement est aussi peu lisible. Ça, c'est pour ce premier débat. La transition énergétique, on voit bien que ce qui est compliqué, c'est que la transition énergétique, ça vaut ourbi et torbi. C'est-à-dire, c'est pour le monde entier. Et donc, plus on le fait en même temps, plus des pays au même niveau de développement le font de la même façon, mieux c'est. Bon, on voit que c'est compliqué, qu'on n'y arrive pas. Et on voit bien que si on diverge sur les moyens, si on diverge sur le calendrier, eh ben, ça a des implications sur la politique commerciale. À toi, tu fais ça, mais c'est une subvention, tu n'as pas le droit, et moi, je ne le fais pas. Et donc, dans un monde où déjà, c'est pas très facile de s'entendre, où il y a des tas de raisons de ne pas être d'accord, ce qui est embêtant, c'est que le dossier de la transition énergétique, s'il n'est pas géré d'une façon convergente, universelle, eh bien, ça enfonce des coins dans des solidarités là où ça ne serait pas une nécessité, quoi. C'est vrai que ça devient un sujet de compétition là où on espérait, où on osait imaginer que ce soit un sujet de convergence. Exactement. Et justement de réconciliation par rapport à d'autres sujets qui sont problématiques. Et on le voit bien, c'est le cas en Europe, hein, quand les Allemands ont annoncé qu'ils allaient mettre 200 milliards sur la table pour subventionner leur économie, mais comprendre les entreprises d'abord, peu les ménages. Les autres se sont dit, mais alors, est-ce que les conditions de la concurrence ne sont pas en train d'être faussées par les Allemands qui ont plus d'argent à mettre sur la table? Et entre l'Europe et les États-Unis, c'est un peu pareil. Les Américains disent, je peux mettre 350 milliards sur la table à ce titre-là, là où s'entendre entre Européens sur une somme, ça va être assez compliqué, en sachant en plus qu'il y a un paradoxe dans cette histoire, un paradoxe intellectuel, c'est que chez les Américains, finalement, être interventionniste, ça pose pas trop de problèmes, alors que chez les Européens, il y a encore idéologiquement une difficulté à intervenir parce qu'on a l'impression que ça fausse les mécanismes de marché. Ouais. Donc c'est un dossier qui vraisemblablement, a été mal pris au début, et puis on court derrière pour essayer de faire que ça se passe bien. Mais si il faut qu'à la fois on arrive à de la convergence sur la politique de transition énergétique et de la convergence sur la politique commerciale, il y a du boulot, parce que en fait, les politiques intérieures aujourd'hui l'emportent de beaucoup sur les politiques extérieures. Donc en fait, on suit les opinions, et les opinions attendent je veux que les gouvernements fassent des choses pour nous. Et tant pis pour les relations internationales. Mais ça fragilise un petit peu le thème qui était très européen du verdissement des économies, du verdissement de l'industrie. On pensait que l'Europe allait être leader en la matière, même du point de vue des réglementations ou de la comptabilité extra-financière. L'Europe avait pris de l'avance. Et finalement, la réponse américaine remet la balle au centre d'une certaine manière. Oui, je pense que l'Europe... intellectuellement
voulait être en avance sur ce dossier, mais on s'aperçoit que derrière les idées, il y a des questions de réglementation. Il faut imposer la réglementation, et si les Européens ne jouent pas groupés, ils auront du mal à imposer des réglementations au reste du monde. C'est possible, hein. Commercialement, l'Europe a réussi à imposer des tas de normes au reste du monde, parce que la politique commerciale était déléguée à Bruxelles. Sur les politiques de transition énergétique, il n'y a pas vraiment une délégation à Bruxelles, donc il faut qu'on s'entende, et c'est compliqué, et puis financièrement, il faut des sous, et au niveau de Bruxelles, mettre des sous sur la table, c'est compliqué pour les raisons que l'on connaît. Oui, on a déjà vu l'Allemand Scholz qui freine un peu les ardeurs de la commissaire européenne, de la présidente de la Commission, qui veut réformer le système des aides attribuées aux États, etc. N'allons pas trop vite, dit Olaf Scholz. Chacun fait son travail dans son coin et voilà. Un mot de la Chine, on va parler d'investissement avec vous, Olivier et François, mais un mot de la Chine aussi pour vous, messieurs. La carte chinoise là, pour 2023, la réouverture sanitaire, bien sûr, et tout ce que ça peut générer, c'est une carte atout, joker, c'est une carte maître, ou c'est une carte, je sais pas, dont on a envie de se défausser un peu parce que une réouverture chinoise, ça pose aussi des questions. Déjà, la réouverture sanitaire, c'est pas évident. On passe souvent par une phase de réinfection, de décès, de gestion du Covid qui peut déjà générer des ruptures. Et puis derrière, c'est la question inflationniste aussi que pose la réouverture chinoise. Alors, la carte chinoise, elle est très compliquée. Ouais. Et ceux qui l'ont joué en 2022 s'en mordent un peu les oui. doigts. Rappelons qu'il y avait quand même un consensus assez large, je crois, en fin d'année dernière, pour considérer que c'était de l'année de la Chine 2022. Ouais. Donc la carte chinoise, elle est extrêmement complexe à envisager. Je pense qu'il y a 3 éléments à prendre en considération. Le premier élément, c'est effectivement cette politique zéro Covid. Et la fin de cette politique zéro Covid va peut-être avoir à court terme un effet non escompté, c'est-à-dire que ça ne va pas permettre d'accélérer la croissance, mais ça va plutôt permettre de la ralentir encore davantage. Les agents économiques prenant peur. Ouais. Ensuite, après cette phase, on rentrera quand même dans une phase où l'économie chinoise va, in fine, repartir, réaccélérer, mais se posera la question du potentiel de réaccélération qu'a cette économie chinoise. Et donc, on bascule dans la deuxième problématique du potentiel de croissance de moyen terme de l'économie chinoise. Et là, on est moins à l'aise avec ce potentiel de croissance parce que l'économie chinoise doit gérer son énorme bulle de crédit qui s'est constituée au cours de ces 15-20 dernières années et dont l'élément le plus criant est sa bulle immobilière. Donc vous avez des mesures de soutien sur le marché de l'immobilier, vous avez un début de détente sur le segment high yield chinois, mais on voit bien que ça va prendre plusieurs trimestres, pour ne pas dire plusieurs années. Et c'est la raison pour laquelle on imagine mal l'économie chinoise pleinement repartir au cours de ces prochains trimestres. Et puis le dernier élément, c'est l'impact ou c'est la relation États-Unis-Chine, qui est quand même une relation là aussi éminemment complexe. On est plutôt dans une opposition qui semble structurelle. Et d'ailleurs, cet élément structurel est probablement un moteur à un peu plus d'inflation dans le système pour les prochaines années. Donc, ce qui nous fait dire que oui, la Chine va se stabiliser en termes de croissance sur l'année 2023. C'est le scénario le plus probable, avec une légère accélération de la croissance après une année 2022 qui aura été très mauvaise. Et dans ce cadre-là, les actifs chinois peuvent se regarder, et en particulier les actions chinoises. Mais quand on regarde, pour notre part, la politique d'investissement que l'on a aujourd'hui, c'est une neutralité sur les actions émergentes et une neutralité sur les actions chinoises. On n'a pas envie de surjouer cette carte chinoise. On la prend, on la regarde, mais on reste quand même prudent. Ouais. Voilà. Quelle va être l'influence de la Chine, de l'économie chinoise, de sa réouverture qui commence là en ce moment dans le jeu des marchés, notamment en 2023, selon vous, François ? D'abord, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour l'économie mondiale, parce qu'on va se retrouver effectivement avec un
une relance de la consommation. Le consommateur chinois a fait défaut quand même cette année. Et ça, c'est une des raisons qui fait que nous, on voit une économie mondiale éviter la récession, le fait que la Chine redémarre l'année prochaine. Après, pour ce qui est de l'investissement, c'est plus compliqué dans le sens où cette année, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le défaut forcé de la Russie. On pouvait, fin d'année dernière, indépendamment de toute considération politique, penser que les obligations souveraines russes étaient peut-être, en tout cas la qualité de crédit de l'État russe était peut-être même supérieure à la qualité de crédit de l'État français. Peu d'endettement, des excédents commerciaux, une balance budgétaire assez bonne. Donc, nourri par la rente gazière pétrolière, bien sûr. Évidemment, mais les métriques étaient excellentes. C'est un peu l'idée. Est-ce que se dire aujourd'hui, est-ce que les Saoudiens pourraient faire faillite, ça paraît assez peu probable. Et quand on regarde, et donc ce dont on s'est rendu compte, c'est que pour des considérations politiques et uniquement politiques, on pouvait détruire le marché financier d'un pays et interdire tous les investisseurs européens ou américains d'investir dans ce pays. Et aujourd'hui, nous, on aura de toute façon une approche plutôt prudente sur la Chine, pas forcément pour les considérations économiques, mais pour ces considérations de le risque extrême de voir effectivement de cette séparation qu'on pourrait avoir entre un rideau de fer financier entre les économies des pays développés qu'on connaît et puis l'économie chinoise et puis d'autres pays potentiellement également, qui ferait que on se retrouvait avec tous nos avoirs gelés là-bas. Et donc c'est pour ça que de toute façon, dans une allocation d'actifs, on va plutôt être prudent, même si la bourse chinoise est peu chère, même s'il y a peu de chances que ce rideau de fer tombe l'année prochaine, mais si on réfléchit sur le moyen terme, et on préfère jouer la prudence. Pour un investisseur occidental, il y a une nouvelle prime de risque, un nouvel étage de prime de risque structurel là, qui doit s'installer qui existe pour l'investisseur chinois vis-à-vis des investissements chez nous également. C'est à double tranchant. Intéressant, hein. C'est vrai que oui, on a détruit politiquement la signature d'un État comme ça en claquant des doigts. Hein. Enfin, il se l'est détruit tout seul. Hein. Oui, bien sûr. Sur la Chine, c'est Vladimir Poutine qui a envahi l'Ukraine. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut bien se dire que Poutine, juste avant l'invasion, il avait gagné. Parce que l'Ukraine était en train de devenir neutre, on n'allait pas le questionner sur les territoires ukrainiens, et la Russie paraissait être un acteur majeur du concert des nations. Il a envahi l'Ukraine et il a remis sur la table tout ce qu'il avait gagné, et c'est pas certain qu'il arrive à doubler la mise. Sur la Chine, moi je pense qu'il ne faut pas parler que de cet assouplissement de la politique sanitaire. Il faut le voir aussi dans le cadre de ce qui s'est dit au 20e congrès. En fait, la politique sanitaire assouplie, ça veut dire qu'on va avoir du stop and go sur la croissance et qu'on va acheter de la volatilité. Donc en bourse, il faudra savoir le gérer. Ça ne va pas être très simple, mais n'oublions pas que tout ça se fait dans un contexte de politique générale chinoise où on privilégie la sécurité sur l'économie et au sein de l'économie, un capitalisme d'État à l'économie de marché. Le tout, quand vous regardez les changements au sein du bureau politique chinois, vous apercevez que tous les cracks qu'ils avaient en économie, en commençant par Li, le Premier ministre, Liu, le vice-premier ministre en charge de l'économie, tous ces gens qui étaient des réformateurs, qui savaient ce que c'est que l'économie, ils ont été remplacés par des gens qui sont soit des idéologues, soit qui s'occupent de sécurité. Et le monsieur qui sera vice-premier ministre en charge de l'économie, dont j'ai oublié le nom, il a une vision très à la Xi de l'économie, c'est-à-dire le public par rapport au privé et la redistribution. Enfin, quand on s'intéresse
aux titres financiers chinois. Il faut avoir cela en tête. L'économie chinoise, elle est en train de partir dans une direction qui ne ressemble pas à la façon dont nos économies fonctionnent. Alors, il y aura peut-être des opportunités, mais les trouver, ça ne va pas être très simple. Oui, ça ne peut plus être considéré comme un investissement stratégique, structurel, qui pourrait être d'ailleurs équivalent à ce qu'on peut faire dans des pays américains ou autres. Un mot rapide, Olivier et puis François, de deux grandes idées là, que vous avez en matière d'investissement là, pour conduire les investissements pour le compte de vos clients en 2023, Olivier. 2022, c'était l'année du de-rating à cause du choc de taux. 2023, ça va être la gestion de la récession. Donc la gestion de la récession, elle signifie quoi? Elle signifie pour nous à court terme de rester sous-pondéré sur la classe d'actifs actions, avec une orientation plutôt défensive d'un point de vue sectoriel, et sur la partie obligataire, de remonter le poids des obligations, de telle manière qu'on est neutre aujourd'hui sur la partie obligataire. Mais le chemin sera long en 2023. On aura par plusieurs épisodes. On aura l'occasion de faire évoluer cette politique d'investissement. Oui, j'entends bien. Bon, François, pour conclure avec vous là, sur les idées d'investissement au départ de l'année 2023, on verra ce qu'il en est à la fin, mais pour l'instant, on commence à peine l'année. A priori, on s'oriente vers la fin du resserrement monétaire. Ouais. Et ça, pour nous, c'était le principal vent de passe sur les marchés. Même si on aura... Il ne faut pas attendre de performances à 2 chiffres comme on a pu avoir au cours de la décennie précédente de manière récurrente. On pense que le vent de face commence à s'amoindrir très significativement sur les marchés. Et au sein des marchés actions mondiaux, le marché européen nous semble être celui qui est le plus attractif parce qu'il intègre déjà énormément de risques dans son pricing. Donc, y compris celui d'une récession ? Celui d'une récession, celui d'une poursuite de la guerre, conflit, qui fait qu'aujourd'hui, un petit plus sur les actions européennes pour nous. Bon, le marché action européenne qui a le plus profité du rallye d'automne jusqu'à présent. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. François Collet, DNCA, Hervé Goulet-Kerr, Accuracy et Olivier Ringard, Neuflize OBC étaient nos invités en plateau.